Bon, il faut commencer par où? Là, il faut commencer, c'est là où on reste, ça se rejoint ou ça s'éloigne. Toujours, ça se diffère. Et on ose encore de parler d'une pensée cristalline, alors que tout se dégénère, dégèle, se dissipe, alors qu'il y a, voilà, c'est pas une idée idéale qui serait dans l'idéatum une pensée cristalline, mais une pensée cristalline aura plusieurs dimensions presque immesurable. Et ce mot immesurable, oui, j'ai aujourd'hui usé du mot, voilà, innombrable, donc dont on ne peut compter, bien qu'ils sont finis. Comme il s'agit des concepts, le concept dans lequel on habite, donc strictement, ou en connotation architecturale. Le haut entendeur, quand je nomme un dispositif architectural, effectivement, il peut s'agir d'abord d'une plan, d'un design, et voilà, et une actualisation et des prolongements, bien sûr. Une ville, bien qu'il est cerné par les murailles ou par la mer, comme c'était l'île de Malte. Il y a plusieurs îles dans la Méditerranée, Rhodos, Chypre, Crète. Et les Maltains, ils disent, et quoi alors? Il y en a milliers d'îles, et en quoi ça nous concerne? Ça concerne effectivement les Turcs venus à Malte. Il y a une apparemment affinité avec Malte turque qui a duré jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale et les exils des les responsables de la génocide arménienne, Djamal Pacha, Talat Pacha, l'autre qui est Talat, il est parti à Berlin, il s'est sauvé et il s'est assassiné dans la rue, etc. Bon, manigance politique, l'exil, mais il y a eu un point commun avec l'île de Malte, qui est une principauté, une royauté, ça m'est égal, mais et avec les Ottomans, c'est dans ces deux pays, les Juifs n'étaient pas obligés de changer de religion. À Malte, ils n'étaient pas obligés de devenir chrétiens pour vivre, mais ils avaient un statut d'étranger légalement. Ils pouvaient profiter de toutes les activités de la ville dans les limites des lois qui est décidées finalement par un conseil. Donc les lois étaient proférées en commune et ça pourrait être changé. Donc c'est pas tout à fait vrai qu'ils n'étaient pas obligés de devenir chrétien. Il y avait des conditions.
pour ne pas devenir chrétien. C'est une sorte de châtiment, apparemment, devenir chrétien. Devenir l'un de nôtres. Et parce que je parle de Christophe Marlowe et de son pièce de théâtre qui a précédé Shakespeare et son Marchand de Venise, qui est presque la même pièce. Effectivement, c'est une réitération de l'idéalité littéraire, comme je disais hier, de la part de Shakespeare, qui répétait Marlowe. Il a eu envie de réécrire cette pièce. Il était attaché d'une manière ou d'une autre. Donc, selon la légalité en vigueur à Malte, ce juif en question, l'héros du pièce, s'enrichit de manière exorbitante. La moitié de son trésor s'égalait à des États entiers, etc. Mais le problème, peut-être, c'est pas ça le problème, mais c'est le principe d'économie. Il fallait non pas apetiser, diminuer ses capitaux en liquide ou en circumnavigation en Méditerranée, dans une courbure, disons, arabo, turco-indien, donc il est peut-être allé à l'océan aussi, pour aller aux Indes, n'est-ce pas? Ou bien par les chameaux dromadaires, oui. Bon, même en Malte, il y avait des dromadaires pour transporter ses richesses. Alors, le poids de sa richesse lui s'inquiétait, bien sûr, mais il pouvait être chez lui et dans une chambre. En fait, ramasser tout son trésor dans une chambre. Et ce n'est possible que par une conversion, non pas en christianisme, mais en or. Il aimait bien transacter avec les Arabes parce qu'il payait en or et d'une manière abondante. Donc avec les Arabes, il n'a pas de problème pour ce juif de Malte, mais avec les Turcs non plus. Mais le problème, c'est que les Turcs, ils sont venus il y a 10 ans à Malte et ils l'ont conquéri, ou bien ils ont proposé un contrat de payer des impôts réguliers. Mais pendant 10 ans, personne à Malte n'a pas payé cet impôt. Et les Turcs arrivent avec leurs navires de bataille et ils demandent leur dû de 10 ans accumulés. Et c'est une somme énorme que la population de Malte ne peut jamais payer. Et ils demandent un délai, et les Turcs demandent, mais on ne peut pas décider nous tout seul, notre roi Shah qui décide, etc. Mais ils s'arrangent dans un mois. Donc les Turcs partent à se promener et ils n'ont même pas cette générosité de revenir en personne. Ils disent que on va vous envoyer un poste, vous allez payer en espèces, en or, dans un mois, sinon il y aurait la guerre. Ça va. Donc, dans l'île de Malte, il y a une crise qui commence et
notre héros principal, qui est concerné de aucun conflit, aucune guerre, sauf la transaction commerciale des biens et des marchandises, et qui devrait rapidement convertir en espèce d'or pour qu'il puisse le ramasser dans une chambre chez lui. C'est ça le principe d'économie pour ce juif. Il a fait, il compte, c'est bien. Mais le problème, c'est que avec l'arrivée des Turcs, le conseil s'est réuni sur appel, et y compris tous les juifs habitants dans un statut d'étranger, ils sont aussi invités. Et les juifs, ils ont participé. Le plus riche, effectivement, son nom, c'est, je dirais Barnabas, mais non pas Barnabas, mais c'est quelque chose comme Barbaros. C'est pas Barbaros, c'est pas Barbara, pas du tout, mais quelque chose qui est damné dans la Bible, apparemment, comme nom pour les chrétiens, j'espère. Bon. Ils ne se sentent pas concernés de discussion, mais la solution trouvée par le Conseil se résume que, comme les populations chrétiennes de Malte ne peuvent pas payer dans un mois cette somme énorme, c'est les Juifs, surtout ceux qui sont les plus riches, devraient participer en donnant la moitié de leur trésor, de leur richesse, à la cité. Donc, comme il y a un trésor énorme de ce juif de Malte, la moitié qui fait un État, lui, il ne se sent pas très concerné, mais les autres juifs s'arrangent, ils acceptent pour qu'il y ait de la paix. Voilà, le rôle de Turc, donc, c'est la proximité de la guerre, une crise. Donc, notre propos, c'était quoi dans les films auparavant? C'était la guerre qui mouvemente, qui fait de tourmente pour que les personnages, les États, les institutions montrent leur vrai visage, que toute entité se montre en mouvement kinésis, donc dans une agitation, pour qu'on puisse voir leur vrai être au-delà de leur apparence qui leur permet, comme une voile, à faire des affaires, à faire de la rhétorique, à s'arranger au gré ou malgré, etc. Donc, toute une économie du pays et de la socialité. Mais en guerre, tout est en crise, tout s'accélère, le pièce aussi s'accélère, et tout se passe très vite, les décisions, oui et non. Finalement, notre juif de Malte reste devant cette grande dilemme, ou bien tu vas devenir chrétien, voilà. Donc, en Malte, les Juifs ne resteront pas jusqu'à l'éternité juive, à condition d'obéir aux décisions du Conseil. Donc, à la loi proférée par la bouche de la Conseil. Et ça se fait très vite, hein, dans une temporalité accélérée. Donc, ce juif-là, il était obligé de donner la moitié de sa richesse, ou bien il va devenir, comme les autres, un simple chrétien appauvri.
soit s'il ne devient pas chrétien, alors châtiment sera leur prendre toute sa richesse dans sa totalité, non pas à moitié. C'est ça la pièce. C'est ça la crise. Donc il est complètement malheureux et parce qu'il refuse de devenir absolument chrétien, il profère des propos abjects contre les chrétiens. Il n'arrive pas à être politiquement correct sur ce sujet précis et sûrement en citant des citations, etc. Mais l'autre partie, c'est-à-dire les chrétiens de la ville, du conseil, ils disent qu'en fait, il faut bien que tu payes tes péchés parce que ton tribu a tué notre Jésus-Christ. Il a dit qu'en fait, bon, c'est parce que les Juifs voulaient qu'on le tue, parce que si on tue une personne, toute la communauté juive sera sauvée. C'est Pilate qui l'a tué, non pas les Juifs, etc. Mais l'autre partie prend l'argument et dit que voilà, c'est justement c'est toi qu'une seule personne qui va nous sauver en te sacrifiant. Tu vas donner toute ta richesse parce que tu nous as refusé d'être chrétien. Ça se passe très vite, hein? Il n'a pas de temps de penser pour devenir chrétien ou sauver la moitié de son trésor. Non, il a refusé immédiatement, il a refusé. Et il était hostile contre les chrétiens qu'il a perdu à l'instant même tout son trésor. Donc il est ruiné. Et sa maison, y compris sa maison, il est devenu à l'instant même un monastre et toutes les clergés et les prêtresses s'installent chez lui. Mais il a un autre trésor qui est sa chère fille. Et cette chère fille de 16 ans, elle est très belle, elle est une fille à papa, et immédiatement il communique à sa fille que dans la maison, quand même, en dehors de toutes ces richesses déclarées, il y a plein de diamants, l'or dans la chambre, en cachette. Donc, tu deviens immédiatement chrétien et tu entres dans ce monastre. La jeune fille, elle refuse immédiatement, mais son père lui convainc et elle devient en apparence chrétien, en disant qu'en fait, si tu vas pécher ultérieurement, mais tu es maintenant vierge, tu n'as pas péché, donc tu n'as aucune raison d'entrer dans le monastre, mais après tu vas pécher, donc il faut que tu entres de maintenant, quelque chose comme ça. C'est une argumentation absolument folle. Donc d'avance, il entre et il fait son premier péché ou illégalité. Elle trouve l'argent et diamants de son père. Et dans un temps simultané, à l'extérieur, son père fait la connaissance de deux jeunes hommes qui étaient entendu que cette jeune fille dont le père était ruiné, était très belle, était vierge. Donc, deux seigneurs, l'un fils de prince de Malte et l'autre un jeune amoureux, amant, se postulent auprès de la fille et devant le père. Donc le père s'intéresse à l'affaire et il décide immédiatement, dans une vitesse incroyable, il décide de faire donner en mariage sa fille à ces deux, mais séparément. Donc il monte une scène de
théâtre afin qu'il puisse, sur deux nobles chrétiens, afin qu'il s'entretuent à cause de sa fille, et ce serait une partie de sa vengeance de sa loi de talion. Ça se passe bien, à la logique juive, tout contraste avec les amoureux chrétiens qui sont prêts à prendre une fille d'un juif affreuse, égoïste, avare, etc. Donc, les lois, ça se passe comme ça, l'égalité à Malte. Donc, je devrais corriger que à Venise, Shakespeare a imaginé qu'il y avait des lois qui protégeaient la marchandise, le capitalisme, etc. Non, c'est pas si simple. Tout peut être renversé. Donc, ce juif de Christophe Marlowe est un peu gâté. En fait, il a une donne de nature dans les affaires et donne de fortune. Il est un fils d'Abraham, donc il doit être protégé. Et c'est ça. La vie est pour lui. Et il devrait reprendre par un programme en comptant aussi les forces turques son trésor. Il devait avoir son trésor qu'il a déjà eu une partie à travers sa fille qu'elle a volé quand même, malgré les lois, le trésor en cachette de son père qui n'est pas confisqué par l'État. Donc c'est illégal. Donc il ne part pas. Avec cet argent, et il achète une autre maison et il s'installe encore à Malte. Il est tellement fidèle à Malte, là où il a fait une grande richesse et les chrétiens de la ville lui disent que est-ce que tu nous avais demandé quand tu faisais cette richesse, maintenant on ne te demande pas si tu vas payer ton impôt turc ou pas, tu es obligé maintenant. Voilà, c'est assez logique comme réciprocité des attitudes. Alors, les Turcs vont arriver, mais avant les Turcs, il y a des Portugais envoyés, les simples marins marchant sous l'égide du roi catholique. Donc, il vient, il apprend crise, il dit que en fait résister ne payait pas de l'argent. Avec cet argent de ce juif, on peut faire la guerre facilement aux Turcs. Même si vous n'avez pas de force à Malte, vous allez avec cet argent, vous aurez cette force pour combattre les Turcs. En fait, pourquoi vous donnerez gratuitement cet argent aux Turcs? Voilà. D'une certaine façon, le juif de Malte se sent très un peu trompé. Il n'est pas du tout nationaliste de Malte, mais quand même, on utilise son argent pour faire la guerre aux Turcs à qui il n'a aucune hostilité. Et bien qu'il est pauvre, le lendemain matin, il va au marché des esclaves pour voir les nouveaux esclaves présentés à la marché, dont l'un turc et l'autre maghrébin et l'autre de Thrace, mais qui a vécu à Jérusalem, donc il a tué des gens, etc. Le turc, il était cher, maghrébin moins cher, et l'autre, c'est lui qui a tué plusieurs gens pour s'amuser à Jérusalem et d'origine de Thrace, il l'achète.
Et le Turc, il lui demande pourquoi tu es cher, est-ce que tu es un voleur, est-ce que en t'utilisant je peux devenir riche, est-ce que tu as des capacités de voler, parce que le mot de vol, c'est pas marchandage, mais c'est devenu, enfin, il considère que la cité vole son argent et c'est un interdit. Donc, l'un de ces péchés capitaux. Et je me corrige à l'occasion. L'autre jour, je disais en marchant que 10 péchés capitaux. Non, il y a 10 commandements et seulement 7 péchés capitaux. Ça aussi, on peut demander en examen aux étudiants pourquoi il y a 10 commandements, mais seulement 7 péchés capitaux. Et j'avais cherché l'un des noms de ces péchés et je ne trouvais pas le mot gourmandise et je disais que obésité. Je finis moi. Bon, il faut commencer par où? Là, il faut commencer, c'est là où on reste, ça se rejoint ou ça s'éloigne. Toujours, ça se diffère. Et on ose encore de parler d'une pensée cristalline, alors que tout se dégénère, dégèle, se dissipe, alors qu'il y a, voilà, c'est pas une idée idéale qui serait dans l'idéatum une pensée cristalline, mais une pensée cristalline aura plusieurs dimensions presque immesurables. Et ce mot immesurable, oui, j'ai aujourd'hui usé du mot, voilà, innombrables, donc dont on ne peut compter, bien qu'ils sont finis. Comme il s'agit de concepts, le concept dans lequel on habite, donc strictement, ou en connotation architecturale. Les beaux entendeurs, quand je nomme un dispositif architectural, effectivement, il peut s'agir d'abord d'une plan, d'un design et voilà, et une actualisation et des prolongements, bien sûr. Une ville, bien qu'il est cerné par les murailles ou par la mer, comme c'était l'île de Malte. Il y a plusieurs îles dans la Méditerranée, Rhodos, Chypre, Crète. Et les Maltains, ils disent, et quoi alors? Il y en a milliers d'îles, et en quoi ça nous concerne? Ça concerne effectivement les Turcs venus à Malte. Il y a une apparemment affinité avec Malte turque qui a duré jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, que faire, que dire, que peindre, que filmer? Plein de questions, mais dans le dernier enregistrement de cet après-midi, donc il y avait une transition de cette histoire de Üftade à notre pièce de théâtre de Christophe Malov. Et effectivement, la fille de ce juif de Malte, Üftade, ne se ressemble pas finalement, mais en ce qui concerne les accessoires de mobilité, effectivement, comme son père est
si elle veut, si elle est convaincue par son père, cette petite fille, jeune fille juive de Malte aussi, elle use des procédés, mais elle est sous l'influence de son père. C'est vrai, disons, malédiction ou vrai fourberie. Voilà, je vais un peu aligner les mots. Cette frivolité dans le mal, pourquoi pas. Ce sont des mots de l'époque plus postérieure, je crois, frivolité. Ça passe chez Condillac et donc Derrida a écrit un livre qui s'appelle L'archéologie du frivole. Et dans l'époque des Lumières françaises, dit-on, enfin, on trouve beaucoup leitmotiv concernant le mot de luxe. C'est pas la même chose, effectivement, fourberie, luxe. La russe, effectivement, ça convient très bien à notre juif de Malte, rusé, une raison complètement rusée. Il est très intelligent, mais il est vite moralement. En plus, il est plutôt du côté des forces du mal, et même de mal radical tel qu'il est quand même. Le mot mal radical s'appartient à Kant, un mal indéracinable. Effectivement, ça concerne tous les hommes, mais ça renvoie un peu au péché originel, encore aux thématiques de la religion. Mais chez Platon, effectivement, dans la République, on parle d'une certaine suprématie ou bien superlatif ou le comble, le parabole, le sommet du mal. C'est justement ce que ce juif de Malte essaie de faire en jouant avec les apparences et être. Dans chaque cas de crime organisé ou pensé préparé, d'une manière complètement volontaire. Il n'y a pas de mal chez lui qui sera arrivé par hasard. Alors, il est en bien tout en conscience de faire mal et selon lui, il a des raisons. Mais ces raisons ne se résument qu'à une loi de Taillon, c'est-à-dire que les chrétiens, il répète toujours cette épithète, disons, le font encore meilleur. Donc il faut riposter les chrétiens avec les mêmes moyens et encore avec plus d'énergie. On n'a pas parlé beaucoup d'énergie, mais on est dans la kinésis, dans une mobilisation, non pas de la guerre civile, mais une concurrence, rivalité, voilà, une rivalité, non pas rivalité de l'étreinte érotique, charnelle, parce que les jeunes filles de Malte, de juifs de Malte, c'est une sorte de capital entre les autres, sont très heureux, mais il faut qu'ils, l'âge venu, il faut qu'ils investissent sur sa fille. La grande déception de ce père, effectivement, la fille choisira finalement après les crimes commis, non commis justement, crimes commis par procuration de son père. Et son père n'a jamais entaché ses mains ni du crime, ni du sang. Effectivement, la main est je crois que dans le mot manigance, il y a le mot main. Il manipule, il fait des dispositifs du crime, mais lui-même, il a peur
de la loi et d'être châtié. Le châtiment capital donc serait la mort. Donc il aime cette vie bizarrement et on ne sait pas quoi après avoir occasionné volontairement directement la mort de sa fille en l'empoisonnant avec une disons avec du riz. Le riz en donation, c'est-à-dire c'est pour le bienfaisance auprès de monastères, là où on voyait des repas et aucune sœur ou frère ne faisait attention de la destination ou destinataire de ces biens et il mangeait. Toutes les sœurs sont mortes dans les affreuses douleurs comme sa fille même, sa propre fille. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a usé des mots quand même conceptuels, procuration, commettre un crime par procuration, eh bien, fourberie. Fourberie, c'est presque la même chose que la russe de la raison, mais fourberie, ça peut être plus mondain, en fait, ça ne concerne pas les crimes et les péchés capitaux, et alors que Juif de Malte, il se promène toujours autour de ces péchés capitaux, c'est-à-dire tuer, faire tuer plutôt, plus précisément, tuer par procuration. Et pour approvisionner son petit futur. Et à partir de là, on peut user quand même ce terme un peu risqué par provision. En fait, il fait tuer tout ce qui est supposé ennemi, y compris sa propre fille. Donc tout ce qui est présumé ennemi, il fait tuer par provision. Donc, il a une sorte de morale par provision. C'est le discours sur la méthode de Descartes qui parlait d'une morale par provision. Et j'ai interprété toujours cette partie de ce discours comme une morale par procuration. Parce que Descartes en parlait à l'absence d'une morale fondée dans ce processus de doute, skepsis, il promettait devant le public, donc dans l'écriture, dans la clarté de l'écriture, qu'il va obéir aux préceptes de ses percepteurs, c'est-à-dire de ses aînés, ses professeurs, ses enseignants, et ses parents, ses pères, ses plus proches, parce qu'il vivait en France, donc ça ne lui concernait pas les mœurs qui sont établies en Chine. C'est exactement, il nomme le mot de Chine. Donc, une morale locale de hypocrisie, mais c'est passager. Donc, c'est acceptable pour un rationaliste. Voilà, une morale par provision, qui est vision quand même, qui a une sight, qui a une retenue, qui a une show, qui a une honte, et qui n'a pas effronté. Et voilà les mots que je répète à partir de, disons,
les analyses existentielles de Dasein chez Heidegger, le mot allemand renvoie à cela. Et on va revenir peut-être à un moment donné aux effets paragonal de la religion, sans lequel, c'est-à-dire sans accessoire, sans accélérateur, sans recommandement poussé, soutenu, insistant, résistant, qui renvoie des signes, indices et des gestes, paroles, et des aphorismes, et des maximes, pourquoi pas des conseils de la prudence, etc. Il devrait y avoir une liste énorme, ce qu'on peut ramasser sous le titre de ce qu'on apprend par autrui, donc hétéronomie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Histoire de cet accessoire suppléant qui vient de Rousseau, donc l'autre éclairé. Il n'est pas fourbe, il n'est pas rusé, mais il dévisage quand même les russes de l'homme dans les étapes de sa civilisation, et il donne des explications assez plausibles, effectivement, qui nous ébranlent, et à partir de là, nous retournons au concept de mimésis qui ne sera plus limité dans le domaine de spectacle, théâtre et tout, qui traverse de part en part toute l'existence humaine. Donc ça fait une sorte de définition de l'homme, et ça descend jusqu'à les origines. Donc ce juif-là, c'est un cas spécial, historiquement déterminable, donc dans le bassin méditerranéen, un exilé circonstanciellement historique comme destinalité, il a accepté qu'ils ont tué et ils ont chassé des terres promise, mais il y a une promesse, ça ne lui intéresse pas cette histoire de Jérusalem, ni la promesse biblique, mais il peut citer facilement Bible, donc l'Ancien Testament, et à l'occasion, il peut facilement entrer dans la chemise d'un Job, par exemple. Et il commence parler comme un Job. Donc, je suis malheureux parmi les hommes, etc. Il répète les stéréotypes, il cite non par fourberie, mais vraiment dans une praxis de la vie extrêmement sérieuse, et c'est une question toujours de vie et mort, plutôt vie avec les richesses, mort si on est pauvre. Voilà, l'alternative est claire pour lui, en fait. Il n'y a pas une question de rester dans la vie et tout en restant pauvre. Non, c'est pas question. Si on est pauvre, on mérite la mort. C'est ça. Et cet état d'esprit, ça nous renvoie à Platon, République, qui nous raconte par la bouche de je crois, Calliclès, et chef-d'œuvre du mal. C'est ça, suprématie, ce que j'appelle la suprématie dans le mal. Chef-d'œuvre du mal, c'est faire de sorte qu'on agit mal, on commet des crimes, mais sans être poursuivi. Faire de sorte que, à travers cette manigance, cette machinerie montée, à partir de cette technique dispositive, soit rhétorique, soit gestuelle, soit
d'un certain dispositif plus compliqué, emprunté et utilisé et donc réitéré comme une sorte d'idéalité mathématique, géométrique, technique, comme à la manière de Leonardo da Vinci qui fabrique à la fois des comment ça s'appelle, appareils de tissage à Florence, et à la fois il fait des œuvres incomparables, sans pareil, etc. Donc l'autre jour, on discutait dans la Chirine de Sertaç, dans ce lieu de culte de Sertaç, effectivement, je citais et je comparais quoi Leonardo da Vinci et Shakespeare. Et en me référant à Husserl, je me disais, à partir des travaux de Derrida bien sûr, y a-t-il vraiment une différence radicale entre une idéalité mathématique ou géométrique ou technique et l'idéalité littéraire, qui sera de l'ordre de la rhétorique, feindre, faux semblant, mimésis, mais dont le procédé peut être appris, répété, avec une exactitude, avec une originalité, selon selon le pragma ou selon la position, c'est un mot encore plus juste qui renvoie à Alain Badiou, selon la position, Stellung. Voilà. Un dispositif de tissage qui est fabriqué ou dessiné par Leonardo da Vinci, avant tout, c'est une Gestalt. Hein. Quand je dis Stellung, je dois parler de Gestalt, c'est-à-dire un paradigme, une carcasse, disons, une carrure, un châssis comme de l'automobile, à partir de laquelle vous faisiez une nouveauté ou une petite différence au sens économique du terme qui fonctionnerait mieux, qui serait mieux que les autres modèles ou archétypes, etc. Donc une sorte d'archétype, typos, le mot grec, effectivement, même chez Kant, ça existe quand il parle de la loi morale et qu'il n'arrive pas à expliquer et qu'il déclare incompréhensible, c'est tant mieux. Mais par rapport à la loi morale, il parle de la formalité et qu'il est typos, il a pris typos de la loi naturelle, comme on connaissait exactement ce que c'est les lois naturelles. Une causalité, donc, par la liberté, une bêtise ou une très originale idée se naissent à partir de ces propos de Kant. Voilà. Je compliquais assez les champs, et je ne peux pas aborder tous à la fois, mais je peux les repérer, comme je fais tout à l'heure, tous en même temps, comme un essai qui nous travaille, qui nous agite, qui nous, parfois, révolte. Voilà, pauvre Uftad, est-ce que tu étais courant de tout cela avec une spontanée mobilité quand tu usais des manières pour séduire sans peut-être vouloir tous les justement goûter ce moment où se voir, se sentir à partir des yeux avides de l'homme. Ces hommes qui t'entouraient, sûrement, ils étaient avides parce qu'ils étaient musulmans, donc c'était leur interdit tout adultère, comme chez les chrétiens, je suppose. Voilà. Et toute cette religiosité dans
dans sa segmentarité, donc dans ses effets paralgonales, donc dans ses parages, dans les limitations qui séparent l'un par rapport à l'autre, selon les herméneutiques établies et des pratiques séparées. C'est quand même bizarre et étonnant que dans les pièces de Marlowe, même le Turc arrivé sur l'île de Malte, il s'adresse aux chrétiens. Oh les chrétiens, répondez-moi, que vous voulez faire ou qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Sans utiliser du nom propre, généraliser et dire oh les chrétiens. Oh, toi, musulman, les chrétiens n'osent pas trop parler comme ça. Une apostrophe plutôt respectueux en disant que, oh, etc. Mais quand il y a une hostilité, effectivement, il peut parler. Euh, euh, je ne veux pas t'envoyer en Turquie, tu vas rester notre otage dès que ton père va nous rembourser tous les dégâts qu'il nous a fait. Alors que ce Turc, tout en artillerie, disons, tout en bombardant Malte, dès qu'il a conquis par une manigance juive, bien sûr, non pas par la force spontanée des Turcs dans la pièce. Je veux dire, il s'étend que cette ville, ces enceintes, ces donjons si solides, qui a une histoire quand même, qui vient de Syracusa et Sicile, des rois qui ont régné pendant des siècles, comment cet État de Malte est tombé si vite sous mes mains. Voilà, le Turc Selim s'étonne de sa victoire parce que ce n'est pas sa victoire, ce n'est qu'une manigance juive qui a offert cette cité aux mains de la Turque. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, procuration, manigance, provision, pas de provision, par les dispositifs, par les accessoires, par les mises en scène, par pourquoi pas par un simple mensonge, hypocrisie, un jeu de voile. Mais en toute lucidité, ce juif faisait du mal. Donc il était un peu un exemple réincarné qui a trouvé une chair de cet exemple, de ce propos platonicien de chef-d'œuvre du mal. Chef-d'œuvre du mal, c'est ça. Mais lui-même, effectivement, vers la fin, il est mort. Il tombe dans ce propre piège qui a préparé minutieusement, mais l'autre, c'est-à-dire chrétien aussi, il est assez intelligent comme lui. Il a compris le jeu de talion et il joue le jeu selon cette loi et non pas par amour de Jésus ni par l'amour de l'humanité. C'est ça. Philistinisme existe, mais sans croyance. Philistinisme existe, mais avec une façade, avec le jeu des ombres qui occasionne les bonnes œuvres comme ceci que j'adore, Marlowe et Shakespeare encore plus, avec tous ces nuances que j'ai fait en écrit ce matin. Merci de m'avoir écouté. On va continuer jusqu'à ce grand problème, les sèmes de problèmes.
Il y avait encore Othello à qui s'attaquer. Effectivement, Shakespeare a écrit beaucoup de poèmes tragiques.